à tous et à toutes et bienvenue sur ce live qui sera donc à nouveau un live de lecture, le deuxième sur l'Odyssée. Comme je l'ai écrit ici, c'est donc pour rappel l'édition de l'Odyssée donc par Homère, l'édition de l'École des loisirs. C'est le texte abrégé et le livre ressemble à ça. Et donc pour reprendre par rapport à où on s'était arrêté la dernière fois. Donc on va reprendre au niveau du début de l'histoire d'Ulysse, quand il commence à raconter son aventure et qu'il démarre par le Cyclope. Donc c'est parti, j'espère que vous êtes bien installés. Aujourd'hui, on va essayer de lire le Cyclope, Circé et également les Enfers. Voilà. Et s'il y a du bruit un peu partout, c'est les voisins et c'est le chat qui joue là-bas. Donc, désolé. C'est parti. Le Cyclope. Et le subtil Ulysse lui répondit ainsi. Roi Alkinos, honneur de tout un peuple, tu veux que je dise mes douleurs, je n'en serai que plus affligé. Que dire pour commencer? Comment continuer? Comment finir? Je suis Ulysse, fils de Laërte. Mes ruses sont connues de tous les hommes, et ma gloire est montée jusqu'au ciel. J'habite Ithaque, l'île qu'on voit de loin. Elle est hérissée de rochers, mais c'est une belle nourrice de jeune homme, et il n'est pas de terre qui me soit plus douce à regarder. La divine Calypso m'a retenu dans sa grotte profonde, brûlant de m'épouser. Circé, la perfide, m'a retenu dans sa demeure en Aïaïé, brûlant de m'épouser. Mais mon cœur ne s'est pas laissé convaincre, car rien n'est plus doux pour un homme que la patrie et les parents. Mais je vais te raconter le retour lamentable que me réserva Zeus à mon départ de Troie. D'Ilion, le vent me poussa chez les Kykonès, à Ismaros. Là, je dévastai la ville et j'en tuai les guerriers. Les femmes et les richesses abondantes qu'on avait emmenées hors de la ville, je les partageai si bien que personne ne fut lésé. Alors j'ordonnai de fuir d'un pas rapide, mais ces grands gamins n'obéirent pas. On but beaucoup de vin, et on égorgea sur le rivage nombre de moutons et de bœufs noirs à la démarche torse. Pendant ce temps, les Kykonès avaient appelé leurs voisins, Kykonès de l'intérieur, plus nombreux et plus braves, aussi habiles à combattre à cheval qu'à pied. Alors Zeus nous accabla de souffrance. Tant que grandit le jour sacré, nous résistâmes, mais quand le soleil pencha, les Kykonès emportèrent la victoire. 6 compagnons guettrés par navire furent tués. Nous autres, échappant à la mort et au sort, nous reprîmes la mer, contents d'avoir évité le trépas, mais privés de nos chers compagnons. Mais Zeus, l'assembleur des nuées, souleva le Borée en tourbillon terrible. Il couvrit de nuages la terre et la mer. La nuit tomba du ciel. Les navires furent emportés hors de leur route, et la force du vent déchira nos voiles. Il fallut amener et ramer à toute force vers le rivage. Là, pendant 2 nuits et 2 jours, nous restâmes couchés, accablés de fatigue et de douleur. Mais quand l'aube aux cheveux bouclés amena le 3e jour, nous reprîmes la mer, et je serais arrivé sain et sauf dans ma patrie si le courant, la houle et le Borée, au cap Malais, ne m'avaient emporté loin de Cythère. Pendant 9 jours, les vents de mort nous entraînèrent sur la mer poissonneuse. Le 10e jour, nous abordâmes la terre des lotophages, qui se nourrissent d'une fleur. On débarqua, on puisa de l'eau, on mangea près des navires rapides. Alors j'envoyai 2 de mes hommes, accompagnés d'un héros, s'informer des habitants de cette terre. Ils rencontrèrent les lotophages, qui ne leur firent aucun mal, et leur offrirent du lotus à manger. Dès qu'ils eurent goûté le lotos, doux comme le miel, mes compagnons ne songèrent plus ni au retour, ni à donner de nouvelles. Gorgés de lotos, ils voulaient rester chez les lotophages et oublier le retour. Je dus les ramener de force au navire et les attacher sous les bancs. J'ordonnai aux compagnons restés fidèles d'embarquer en hâte. Ils s'embarquèrent aussitôt et, assis en ordre sur les bancs, ils frappèrent de leurs rames la mer grise d'écume. Donc, 2e aventure
d'Ulysse. La première, c'est quand il va sur l'île, qu'il massacre tout le monde et que finalement ça se passe pas si bien que ça pour lui. Et ensuite, deuxième aventure, les lotophages, qui donc font manger une plante aux personnes. Et quand tu manges cette plante, en fait, tu n'as plus envie de partir, tu as envie de rester sur l'île. Et on arrive à la grande aventure. Nous parvinrent au pays des Cyclopes, orgueilleux sans loi qui, confiants dans les dieux immortels, ne plantent pas de leurs mains ni ne labourent. Toutes les plantes, le froment, l'orge et les vignes qui donnent le vin, poussent pour eux sans qu'ils les sèment ni les cultivent. Ils n'ont pas d'assemblée où l'on délibère ni de loi. Ils habitent le sommet de hautes montagnes, dans des grottes profondes, et chacun y dicte sa loi à sa femme et à ses enfants sans s'occuper des autres. Une petite île fait face au pays des Cyclopes. Elle est couverte de forêts où se multiplient des chèvres sauvages. Elle n'est ni ensemencée ni labourée. Vide d'hommes, elle ne nourrit que des chèvres bêlantes. Car les Cyclopes n'ont pas de vaisseaux peints en rouge pour aller sur les mers, de ville en ville, comme font les hommes. Ils n'ont pas de constructeurs de navires à rames, sans quoi ils auraient pu peupler cette île. Elle n'est pas mauvaise. Elle donnerait de bonnes moissons, car la terre y est grasse. Son port est sûr, et on n'y a pas besoin d'ancre ni d'amarre. Au fond de l'anse, une eau claire jaillit de sous une roche. Des peupliers poussent autour. C'est là que nous abordâmes de nuit. Un dieu nous conduisait, car on ne voyait rien. Un épais brouillard enveloppait les navires. La lune ne brillait pas au ciel, cachée qu'elle était par les nuages. On ne pouvait voir l'île avant d'y aborder. Une fois les navires échoués, on emmena les voiles, on débarqua et on s'endormit en attendant l'aube divine. Quand parut l'aube aux doigts roses, nous nous mîmes en marche. Les nymphes, filles de Zeus qui portent l'égide, faisaient lever les chèvres montagnardes. Aussitôt on sortit des navires les arcs recourbés et les lances à longue douille. Un dieu nous donna une belle chasse. Chacun des 12 vaisseaux de ma flotte reçut 9 chèvres, et le mien 10. Tout le jour, jusqu'au coucher du soleil, on mangea, on but le vin rouge. On voyait la fumée monter de la terre, toute proche, des Cyclopes. On entendait leurs voix et celles de leurs chèvres. La nuit tombée, on s'endormit sur le rivage. Quand parut l'aube aux doigts roses, je convoquai mes compagnons à l'assemblée et dis : « Vous autres, fidèles compagnons, restez ici. Moi, avec mon navire et mon équipage, j'irai voir qui sont les hommes de ce pays. Gens violents, sauvages et injustes, ou bien hospitaliers et craignant les dieux. » Alors, je fais juste une petite pause parce que, comme vous avez pu le remarquer, en fait, on répète beaucoup de fois les choses dans l'Odyssée, et du coup, ça, c'est des petites phrases comme ça, des petits bouts de phrases qui vont se répéter infiniment, parce que c'est plus facile à se rappeler. On sait en fait ce que doivent dire les personnages à tel moment. Et donc, quand ils arrivent quelque part, ils sont tout le temps en train de se demander si ce sont des gens qui vont leur faire du mal, et si ce sont des gens qui vont leur faire du mal, on va dire violents, sauvages et injustes. Et au contraire, si ce sont des personnes qui sont plutôt civilisées selon leurs critères et qui du coup risquent de bien les accueillir, on va dire hospitaliers et craignant les dieux, puisqu'en fait, quand on craint les dieux, on est obligé d'offrir l'hospitalité aux étrangers, puisque les étrangers sont protégés des dieux, notamment de Zeus. Voilà. Ayant ainsi parlé, je montai à bord et ordonnai à mes hommes de monter à leur tour et de larguer l'amarre. Ils s'embarquèrent et, assis en ordre sur les bancs, ils frappèrent de leurs rames la mer grise d'écume. Quand on arriva sur la terre voisine, on aperçut à son extrémité une haute grotte à l'ombre des lauriers. Des brebis et des chèvres en nombre étaient parqués devant. C'est là qu'habitait un géant qui menait paître son troupeau. Il ne fréquentait pas les autres et vivait à l'écart comme un sauvage. C'était un monstre prodigieux qui ne ressemblait pas à un homme mangeur de pain, mais au sommet boisé d'une haute montagne. J'ordonnai alors à mes fidèles compagnons de rester près du navire, de le garder. J'en choisis 12 parmi les plus braves, et je partis, emportant une outre en peau de chèvre pleine d'un doux vin noir, et dans un sac, des vivres. Mon cœur m'incitait à aborder ce géant d'une force prodigieuse, ce sauvage, ignorant justice et loi. Mauvaise idée. Nous arrivâmes rapidement à son antre. Il n'était pas là. Nous entrâmes, admirant chaque chose. Les claies étaient chargées de fromage,
les étables, bondées d'agneaux et de chevreaux répartis par stalles selon leur âge. Tous les vases, terrines et seaux regorgeaient de lait. Mes compagnons me supplièrent d'emmener fromage, agneaux et chevreaux au navire et de fuir sur la mer. Je refusai. Hélas, il aurait mieux valu les écouter, mais je voulais le voir. Alors, ranimant le feu, on mangea les fromages et on s'assit pour l'attendre. Il revint du pâturage, chargé d'un lourd fardeau de bois sec qu'il jeta avec fracas à l'entrée de la grotte. Effrayés, nous nous cachâmes au fond de l'antre. Il fit entrer dans la vaste grotte les femelles du troupeau, laissant les mâles, béliers et boucs, dehors dans l'enclos. Puis il souleva et plaça devant l'entrée un énorme bloc de pierre, si lourd que 22 solides chars à 4 roues n'auraient pu le remuer. Il s'assit, commença à traire les brebis et les chèvres bêlantes, puis mit un petit sur chacune d'entre elles. Il fit aussitôt cailler la moitié du lait blanc, la déposa dans des corbeilles tressées et versa l'autre moitié dans des vases pour la boire. Quand il eut terminé ce travail, il alluma le feu, nous aperçut et dit « Qui êtes-vous, étranger ? D'où venez-vous sur les routes humides ?» Il dit. Notre cœur se brisa, effrayés que nous étions par sa voix et sa taille. Mais je lui répondis. Nous sommes des Achéens, de retour de Troie, et nous errons, entraînés par tous les vents, sur le grand abîme de la mer. Nous te supplions à genoux, sois accueillant et fais-nous les dons qu'on fait aux hôtes. Crains les dieux, mon brave, car nous sommes tes suppliants, et Zeus est le vengeur des suppliants. Je dis, et ce cœur impitoyable me répondit. Es-tu enfant, étranger, ou viens-tu de loin pour m'ordonner de craindre les dieux ? Les cyclopes n'ont que faire de Zeus qui porte l'égide, ni de Dieu bienheureux. Nous sommes plus forts qu'eux. Mais dis-moi, en venant ici, où as-tu échoué ton navire bien construit ? Est-ce à l'autre bout du pays ou près d'ici ? Il me mettait à l'épreuve, mais je savais trop de choses pour qu'il pût me tromper. Je lui répondis ces paroles rusées. Mon navire ? Poséidon qui ébranle la terre l'a brisé contre des rochers au bout de votre terre, et le vent l'a rejeté au large. Moi, avec ses compagnons, j'ai échappé à la mort. Je dis. Ce cœur impitoyable ne me répondit rien. Mais, se ruant sur mes hommes, il en saisit 2 à pleine main et les écrasa contre terre comme des petits chiens. Leur cervelle jaillit et coula sur le sol. Il les découpa membre à membre et les dévora sans rien laisser, ni entrailles, ni chair, ni os. Nous, en gémissant, nous levions les mains vers Zeus. Quand le cyclope eut rempli sa vaste panse de chairs humaines et de lait, il s'étendit au milieu des bêtes. Je pensais, dans mon cœur généreux, tirer mon épée et le frapper là où le foie pend sous le diaphragme. Mais une autre pensée m'arrêta. Nous aurions péri affreusement sans pouvoir déplacer l'énorme rocher qui obstruait l'entrée, qui bloquait l'entrée. Nous attendîmes donc l'aube divine en gémissant. Quand parut l'aube aux doigts roses, il alluma le feu et commença à traire ses bêtes, puis il mit un petit sous chacune d'entre elles. Lorsqu'il eut terminé ce travail, il saisit à nouveau 2 de mes compagnons pour en faire un repas. Ayant mangé, il fit sortir de l'antre ses gras troupeaux. Il avait déplacé sans peine la grande porte. Il la referma comme le couvercle d'un carquois. Puis, sifflant tant et plus, le cyclope emmena ses gras troupeaux sur la montagne. Je restais à me demander comment je pourrais me venger. Voilà ce que je décidai dans mon cœur. Le cyclope avait laissé là une grosse massue, un olivier vert qu'il avait coupé pour le porter quand il serait sec. Par sa longueur, son épaisseur, il nous sembla pareil au mât d'un noir navire de charge à 20 rames. J'en coupai environ une brasse que je passai à mes compagnons, leur ordonnant de l'équarrir. Ce travail fait, j'en taillai l'extrémité en pointe et la passai dans le feu pour la durcir. Enfin, je cachai les pieux sous le fumier épandu dans toute la grotte. J'ordonnai alors à mes compagnons de tirer au sort ceux qui le soulèveraient avec moi pour l'enfoncer dans l'œil du cyclope quand le doux sommeil l'aurait pris. Le sort désigna ceux que j'aurais choisis. Ils étaient 4, je fus le 5e. Le soir, il revint, ramenant ses bêtes. Se méfiait-il ? Ou bien un dieu le voulut-il ainsi ? Il les fit toutes entrer dans la grotte, sans en laisser dehors, dans l'enclos. Il souleva l'énorme bloc et le plaça devant l'entrée. Il s'assit et commença à traire les brebis et les chèvres bêlantes, puis il mit un petit sous chacune d'entre elles. Quand il eut terminé ce travail, il saisit à nouveau 2 de mes compagnons pour en faire son repas.
Je m'approchai alors de lui, tenant une grande coupe de vin noir. « Cyclope, bois ce vin après ton repas de chairs humaines, et tu sauras quelle boisson renfermait notre navire. C'aurait été ma libation si, nous prenant en pitié, tu nous avais renvoyés chez nous. Mais tu es trop furieux. » Je dis. Il prit la coupe et la vida. Le breuvage était doux. Il m'en redemanda. « Donne-moi encore, sois gentil, et dis-moi ton nom sur le champ pour que je te fasse un cadeau qui te réjouisse. » Il dit, et de nouveau je lui versai de ce vin de feu. 3 fois je le servis, 3 fois il but ce dément. Mais quand le vin eut troublé son esprit, je lui dis ces paroles mielleuses. « Cyclope, tu veux savoir mon illustre nom. Je vais te le dire, et tu me feras le don d'hospitalité que tu m'as promis. Personne, voilà mon nom. Mon père et ma mère, tous mes compagnons, me nomment Personne. » Je dis, et ce cœur impitoyable me répondit. « Eh bien, je mangerai personne après tous ses compagnons. Voilà mon cadeau. » Il dit et tomba à la renverse. Le sommeil le dompta. De sa gorge jaillirent le vin et des morceaux de chair humaine. Il rôtait, gorgé de vin. Aussitôt, je mis l'épieu sous la cendre pour le réchauffer. J'exhortai mes compagnons au courage. Dès que l'épieu d'Olivier fut sur le point de s'enflammer, je le retirai du feu. Mes compagnons m'entouraient, un dieu nous donnait du courage. Ayant saisi l'épieu d'Olivier, ils l'enfoncèrent dans l'œil du cyclope tandis que moi, j'appuyais dessus et le faisais tourner. Le sang chaud jaillissait de l'œil, les vapeurs de la pupille en feu brûlèrent paupières et sourcils. Les racines grésillaient. Comme lorsqu'un forgeron plonge une hache dans l'eau froide, le fer siffle, de là vient sa force. Ainsi son œil sifflait autour de l'épieu d'Olivier. Il poussa un horrible hurlement et les rochers en retentirent. Épouvantés, nous nous enfuîmes. Il arracha de son œil l'épieu couvert de sang et le rejeta au loin. Alors il appela à grands cris les cyclopes qui habitaient alentour. À ces cris, ils accoururent de tous côtés, et, debout devant l'antre, ils lui demandèrent. « Pourquoi, Polyphème, pousses-tu de tels hurlements dans la nuit divine? Souffres-tu? Un mortel te vole-t-il tes bêtes? Veut-on te tuer par force ou par ruse ?» Et le robuste Polyphème répondit du fond de son antre. « Ami, c'est par ruse et non par force, et qui me tue? Personne !» Ils lui répondirent ces paroles ailées. « Si tu es seul, si personne ne te fait violence, alors c'est une maladie envoyée par le grand Zeus, et on ne peut y échapper. Supplie ton père, le roi Poséidon. » Ils dirent et s'en allèrent. Je riais dans mon cœur, car mon nom et ma ruse les avaient trompés. Gémissant, ivre de douleur, le cyclope s'avança à tâtons et enleva le rocher de la porte. Il s'assit dans l'ouverture et tendit les bras pour attraper ceux d'entre nous qui voudraient sortir avec les brebis. Il me prenait pour un gamin. Je réfléchis au moyen de nous faire échapper à la mort. Ce conseil me parut le meilleur. Il y avait là des béliers bien gras, à la toison épaisse. Sans bruit, je les attachai 3 par 3 avec l'osier tressé sur lequel dormait ce monstre. Celui du milieu portait un de mes compagnons. Les 2 autres, de chaque côté, le cachaient. Quant à moi, il me restait un bélier, le plus grand de tous. Je l'attrapai par le dos et, m'étant coulé sous son ventre, j'agrippai fortement son épaisse toison. Ainsi nous attendîmes l'aube divine. Quand parut l'aube aux doigts roses, les mâles du troupeau s'élancèrent au pâturage. Mais les femelles bêlaient, car ils n'avaient pu les traire et leurs mamelles étaient lourdes. Et lui, le maître du troupeau, accablé de douleur, il tâtait le dos de tous les béliers qui passaient. L'insensé! Il ne s'apercevait pas que mes compagnons étaient attachés sous le ventre des bêtes laineuses. Quand on fut hors de l'antre et de l'enclos, à quelque distance, je lâchai mon bélier et détachai mes compagnons. Vite, nous poussâmes les bêtes bien grasses jusqu'à notre navire. Nos compagnons se réjouirent de nous voir, échapper à la mort. Mais ils pleurèrent les autres. Fronçant les sourcils, je leur défendis de pleurer et leur ordonnai d'embarquer en vitesse entre le troupeau pour fuir sur la mer. Ils s'embarquèrent aussitôt et, assis en ordre sur les bancs, ils frappèrent de leurs rames la mer grise d'écume. Quand on fut éloigné de la distance où porte la voie, je raillai ainsi le cyclope. « Cyclope, tu n'as pas craint de dévorer tes hôtes dans ta maison, mais tu devais le payer. Zeus et les autres dieux t'ont châtié. Si un mortel t'interroge sur la perte de ton œil, dis-lui que c'est Ulysse, le dévastateur de citadelles, fils de Laërte et habitant d'Ithaque, qui te l'a arraché.
je dis, et aussitôt le Cyclope supplia le roi Poséidon en élevant les mains vers le ciel étoilé. Entends-moi, Poséidon aux cheveux bleus, maître de la terre. J'arrête les voix parce que ça fait mal à la gorge. Si je suis ton fils, fais que le dévastateur de citadelles, Ulysse, fils de Laërte et habitant d'Ithaque, ne retourne jamais chez lui. Mais si son sort est de revoir ses amis, de rentrer dans sa haute demeure et dans sa patrie, que ce soit après de longues souffrances, ayant perdu tous ses compagnons et sur un navire étranger pour souffrir encore en arrivant chez lui. Il pria ainsi, et le dieu aux cheveux bleus l'exauça. Puis il souleva un énorme rocher, le fit tournoyer et le jeta de toute sa force. Le roc tomba derrière notre navire à proue bleue et faillit briser le gouvernail. La mer se souleva, mais le flot nous poussa vers l'île voisine. On arriva bientôt au lieu où nos compagnons, assis en larmes, nous attendaient toujours. On tira le navire sur le sable. On descendit. On débarqua les troupeaux du Cyclope et je les partageai si bien que personne ne fut lésé. Mes compagnons ajoutèrent à ma part le bélier. Je le sacrifiai sur le rivage en l'honneur du fils de Cronos, Zeus au sombre nuage. Mais le dieu refusa mon offrande. Tout le jour, jusqu'au coucher du soleil, on mangea de la viande abondante et on but le vin doux. Le soleil se coucha, les rues se couvraient d'ombre, on s'endormit sur le rivage. Quand parut l'aube aux doigts roses, j'ordonnai à mes compagnons d'embarquer et de larguer les amarres. Ils s'embarquèrent aussitôt et, assis en ordre sur les bancs, ils frappèrent de leurs rames la mer grise d'écume. Nous reprîmes la mer, contents d'avoir évité le trépas, mais privés de nos chers compagnons. Donc, on a terminé l'épisode du Cyclope qui ne se termine pas si bien que ça. Excusez-moi. Pardon. Donc, il se termine pas si bien que ça parce qu'en fait, le souci, c'est que Ulysse, ici, il a fait preuve... donc, il avait réussi à s'en sortir et puis, en fait, juste... parce qu'il avait envie un petit peu de faire son beau, il s'est vanté et donc il a donné son nom. Et c'était la plus grande erreur de sa vie, puisqu'en fait, en donnant son nom, du coup, il a donné au Cyclope, donc à Polyphème, la possibilité de le maudire par l'intermédiaire du père de Polyphème, donc Poséidon. Et c'est ça, en fait, qui va faire que Ulysse va mettre ensuite énormément de temps à rentrer chez lui, en Ithaque. Donc, épisode de Polyphème terminé. Pardon. On passe à Circé. Mais avant ça, on a Éole. Nous arrivâmes à l'île d'Éolie, où habitait Éole, le fils d'Hippotas, cher aux dieux immortels. C'est une île flottante, entourée d'un mur de bronze indestructible. Éole a 12 enfants, 6 filles et 6 fils dans la fleur de l'âge. Il a marié ses filles à ses fils, et tous passent leur temps à banqueter auprès de leur père bien-aimé et de leur noble mère. Le jour, la maison retentit de leurs cris dans la fumée des viandes. La nuit, tous dorment près de leurs chastes épouses sur des lits sculptés. Nous entrâmes dans la ville et dans leur belle demeure. Pendant tout un mois, Éole me reçut et m'interrogea sur tout. Troie, les navires et le retour des Achéens. Je lui racontai tout comme il faut, et quand je lui demandai de me laisser partir, il prépara mon retour. Dans la peau d'un bœuf de 9 ans, il tailla une outre, où il enferma pour moi les vents mugissants. Le fils de Cronos l'en avait fait naître. Puis, il fit souffler le seul zéphyr qui devait nous ramener tous, navires et hommes, à Ithaque. Hélas, il n'en fut pas ainsi. La folie allait nous perdre. Pendant 9 jours et 9 nuits, sans relâche, on navigua. Le 10e jour, les champs de la patrie apparaissaient déjà. On voyait, tout près, les feux des bergers. Alors le doux sommeil me prit. J'étais épuisée. J'avais tenu sans cesse le gouvernail, ne le cédant à aucun de mes compagnons. Je voulais arriver vite. Cependant, mes hommes se mirent à discuter entre eux.
Ils me soupçonnaient de rapporter dans l'outre de l'or et de l'argent, cadeau du généreux Éole. Leur décision fut vite prise. Ils délièrent l'outre. Tous les vents en jaillirent. Aussitôt la tempête déchaînée nous remporta vers le large. Réveillé, je me demandais dans mon cœur irréprochable si j'allais me jeter à la mer pour mourir ou rester et souffrir en silence. Je restais. Je souffris, caché au fond du navire, tandis que les vents maudits nous ramenaient vers l'île d'Éolie et que mes compagnons se lamentaient. On débarqua, on puisa de l'eau, on mangea près des rapides navires. Alors je choisis un héros et un compagnon, et j'allai chez Éole. Il mangeait auprès de sa femme et de ses enfants. Sitôt arrivés, nous nous assîmes sur le seuil. Eux, stupéfaits, m'interrogèrent. Pourquoi es-tu revenu, Ulysse? Quel dieu t'a porté malheur? Je répondis tristement. Mes mauvais compagnons m'ont perdu. Amis, venez-moi en aide, vous en avez le pouvoir. Je dis, mais ils restèrent muets. Leur père me répondit. Hors de cette île, ô le pire des vivants. Il ne m'est pas permis d'aider un homme que haïssent les dieux bienheureux, car si tu es revenu, c'est que les dieux bienheureux te haïssent. Il dit, et me chassa de sa demeure. Nous reprîmes la mer tristement, sans espoir de retour. On navigua 6 jours et 6 nuits. Le 7e jour, on arriva au pays des Lestrigons. On aborda le port que surmonte de chaque côté une haute falaise. L'entrée en est étroite. C'est là, au fond du port, que mes compagnons conduisirent tous les navires arqués. Ils les amarrèrent côte à côte. Moi seul, je restai au dehors. J'amarrai mon noir vaisseau au rocher du cap, puis j'escaladai la roche jusqu'au sommet. Je ne vis ni terre labourée ni plantation, mais juste de la fumée montée du sol. Alors, j'envoyai 2 de mes hommes et un héros en reconnaissance. En chemin, ils rencontrèrent une jeune vierge, la fille du puissant Lestrigon, Antiphatès. Ils lui demandèrent quel roi régnait sur son peuple. Aussitôt, elle leur montra la haute demeure de son père. Arrivés au palais, ils trouvèrent une femme aussi haute qu'une montagne. Sa vue les saisit d'épouvante. Vite, elle rappela de l'agora son mari, l'illustre Antiphatès, qui leur préparait un sombre destin. Il attrapa un de mes compagnons et le dévora sur-le-champ. Les 2 autres, fuyant à toutes jambes, revinrent au navire. Mais Antiphatès avait donné l'alarme, et les puissants Lestrigons, des géants plutôt que des hommes, se ruèrent de toutes parts, par milliers. Du haut des falaises, ils lançaient d'énormes pierres. Un horrible tumulte montait, des hommes massacrés, des navires écrasés. Les Lestrigons harponnaient les hommes comme des poissons et les emportaient pour en faire leur sinistre repas. Tandis qu'ils les tuaient au fond du port, je tirai mon épée et tranchai les amarres de mon noir vaisseau. Vite, j'ordonnai à mes compagnons de se courber sur les rames pour fuir ce malheur. Tous ensemble, redoutant la mort, firent jaillir l'eau de la mer. Notre navire gagna joyeusement la haute mer, mais tous les autres navires sombrèrent dans ce lieu. Nous reprîmes la mer, contents d'avoir évité le trépas, mais privés de nos chers compagnons. Nous arrivâmes à l'île d'Aiaïé, où habitait Circé aux cheveux bouclés, la terrible déesse qui parle le langage des hommes. Notre navire aborda en silence au fond d'une rade. Un dieu nous conduisait. On débarqua. Deux jours et deux nuits, nous restâmes couchés, accablés de fatigue et de douleur. Mais quand l'aube aux cheveux bouclés amena le 3e jour, prenant ma lance et mon épée aiguë, je grimpai sur une hauteur d'où je pourrais voir les travaux des mortels, entendre des voix. Du haut du rocher, je vis monter de la terre au chemin ouvert, à travers une forêt de chênes, la fumée du palais de Circé. Je me demandais si j'irais en reconnaissance. Il me parut plus sage de regagner mon rapide navire, de donner le repas à mes compagnons et d'envoyer reconnaître le pays. Comme j'approchais de mon navire, un dieu mit sur ma route un grand cerf qui descendait boire au fleuve. Il avança. Je le frappai en plein dos à l'échine. La lance de bronze le traversa,
Il s'effondra dans la poussière en bramant, et son âme s'envola. Je le portai jusqu'au rivage, et, le jetant sur le sol, je réveillai mes compagnons. Amis, malgré nos souffrances, ce n'est pas aujourd'hui que nous descendrons aux demeures d'Hadès. Le jour fatal n'est pas encore venu. Allons, tant qu'il y aura de quoi boire et manger à bord, songeons à nous nourrir et à ne pas mourir de faim. Pardon. Quand il parle des demeures d'Hadès, du coup il parle des enfers, le royaume des morts. Ainsi, tout le jour, jusqu'au coucher du soleil, on mangea de la viande abondante et on but le vin doux. Le soleil se coucha, les rues se couvraient d'ombre. On s'endormit sur le rivage. Et quand parut l'aube aux toits roses, ayant rassemblé mon équipage, je dis : Amis, écoutez-moi et supportez nos malheurs. Du rocher où je suis monté, j'ai vu que nous sommes sur une île qu'enserre la mer à l'infini. J'ai vu de la fumée s'élever au milieu d'une forêt de chênes. Je dis, et leur cœur se brisa. Ils se souvenaient des crimes du Lestrigo Antiphatès, des violences du Cyclope majordome. Ils pleuraient, poussaient de hauts cris. Mais à quoi bon se lamenter ? Je divisai mes compagnons guettrés en 2 troupes et donnai un chef à chacune. Je commandai l'une, Euryloque, pareil au dieu, commanda l'autre. On jeta les sorts dans un casque de bronze. Ce fut celui du généreux Euryloque qui sortit. Il partit aussitôt, escorté de 22 hommes en larmes. Nous aussi nous pleurions. Donc en gros, ils ont tiré au sort entre eux deux. Ils ont tiré au sort entre eux deux, et c'est donc Euryloque qui doit partir en exploration. Et je crois que je vais m'arrêter pour cette fois, parce que j'arrête pas de tousser. Et du coup, c'est pas très agréable de lire. Donc, je m'arrête là. Ils vont... la prochaine fois, du coup, on lira Circé, du coup, quand ils rencontrent Circé. On verra aussi le royaume des morts et potentiellement ce qui se passe après. Je serai plus en forme. Non, enfin, là, je m'étouffe à moitié. Donc peut-être que je reviendrai un peu plus tard dans l'après-midi pour continuer ce live, ou tout à l'heure, même d'ailleurs. Mais là, il faut que je fasse une pause et que j'aille boire un peu. Voilà. Donc, merci d'avoir suivi ce live, d'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'adore, même si c'est un peu violent ce passage. Toute la première partie de son voyage est assez violente à Ulysse. Donc voilà, mais bon, c'est ainsi qu'est racontée l'Odyssée. Donc voilà. En attendant, portez-vous bien, amusez-vous bien, reposez-vous bien, et je vous dis à bientôt.